Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'utilisation du changelin dans la campagne impériale. C'était une petite vidéo qu'on m'a proposé, suggéré de faire, j'avais un peu le temps. Vous excuserez encore une fois le setup qui n'est pas parfait, je suis pas chez moi. Comme beaucoup, je suis très loin de mon foyer. Donc, le problème. Dans la campagne impériale, actuellement, le méchant, la révélation qui arrive, c'est que Gideon, qui était le petit démon mineur de Tsench, qui orchestrait le rituel du premier épisode, à savoir l'ennemi dans l'ombre, aussi couramment connu comme Shadows of the Bogathan, se révèle en fait, si vous achetez tous les livres, et vous achetez le cinquième livre, vous allez percevoir que le fameux déclencheur qui va permettre à Shara Gretu de revenir, Shara Gretu, évidemment, c'est le gros démon du changement qui était présent dans la vieille V1 de Warhammer, aussi de la campagne Val, et bien en fait c'est Gideon. Et Gideon revient. Donc en fait, le petit démon pourri, que normalement vous avez bolossé de manière éhontée, c'est pas très difficile de rater le rituel. Toutefois, j'ai bien fait partie d'une équipe qui a réussi à foirer le rituel, enfin qui a transformé Bogdanafin en porte du chaos, donc tout est possible. Mais on part du principe qu'il y a de fortes chances que Gideon soit retourné dans les flammes du royaume du chaos. Et ben on vous dit, en fait Gideon, il est encore là dans le dernier épisode. Et c'est lui le bad guy qui est en train de manipuler Charagratu. Enfin, en tout cas, qui cherche à faire revenir Charagratu. Et vous aurez probablement l'occasion de le réaffronter plutôt que quelque chose de, je sais pas moi, plus épique. Et on arrive à un point où on est quand même censé être à la fin d'une grande campagne qui vous a mené à travers tout l'Empire, qui vous a fait déjouer un terrible complot contre la ville de Middenheim, où vous avez empêché un canon d'être tiré sur Morse Libre. Et là, on vous dit, ah non, en fait, c'était le petit page, le petit démon déguisé en page qui est de retour. Donc, c'est vrai que niveau épique, c'est pas terrible. Et surtout, en fait, on peut se dire, comment est-ce qu'on justifie tout ça? Pourquoi est-ce que Tsench irait dire, bon, ok, mon pote, t'as complètement foiré l'histoire du rituel, tu sais quoi, je vais t'aider, je vais te laisser bosser pour Charagratu, pour le ramener à la vie. Et en plus, Gideon est censé bosser pour Charagratu depuis des années, voire des siècles, si vous suivez le lore, puisque Gideon est censé être un petit démon qui est généré par les cavernes du chaos, où Charagratu est enfermé derrière Galmarad. Alors les cavernes chaos, elles sont là depuis des siècles, depuis Sigmar. Donc ça fait pas vraiment sens, c'est un peu compliqué. Encore une fois, c'est un des gros problèmes des remaniements éditoriaux qui ont eu lieu dans la campagne. Alors c'est pas top. Et pour les joueurs, c'est un véritable camouflet quand ils vont se rendre compte que, à la Scooby-Doo, c'est encore le vieux gérant du parc d'attractions qui est derrière le monstre. À savoir que c'est Gideon qui se coltine depuis le début, qui est de retour, d'ailleurs qui n'est pas du tout annoncé pour quoi que ce soit. Gideon, on n'en parle que dans le premier volume et le dernier. Donc moi quand j'ai lu ça, ça fait maintenant 2 3 ans j'ai envie de dire, je me rappelle c'était en septembre, j'étais tout émoussé en disant oh génial, je vais pouvoir lire le dernier tome. Et ouais j'étais un peu là, genre qu'est-ce qui se passe? Mais pas d'inquiétude, il y a un truc qui se passe, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est que Cubicle 7 a récupéré un démon majeur qui a été introduit, je crois, dans la huitième version de Warhammer Battle, hein, qui est un démon de Tsench majeur, qui s'appelle le Changelin. Et ils vous disent, dans les grognards box du premier, donc de l'ennemi dans l'ombre, et à plusieurs reprises dans les compagnons, le troisième et le cinquième, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser le Changelin. Donc la solution, d'après Cubicle 7, et potentiellement la vôtre, c'est d'utiliser ce fameux Changelin, qui est, comme je disais, un démon majeur de Tsench, qui a des caras qui sont montrés dans le troisième et le cinquième volume, qui sont certes costauds, il a quand même des 60-70 en intelligence, en weapon skill, mais c'est pas non plus une créature imbutable. Surtout arrivé au cinquième tome où vous avez un niveau de puissance qui est quand même assez conséquent. Il est plutôt indépendant de Sench, voire il est carrément indépendant puisque c'est censé être l'aspect de la psyché de Sench qui est farceuse, qui est très erratique, qui est pas du tout dans on va résoudre des super schémas, des super plans par-delà des plans. Il a une capacité notable, évidemment, tout son nom, c'est qu'il peut prendre l'apparence de n'importe quelle créature et personne. Et ça inclut non seulement son apparence, mais aussi ses aptitudes et caractéristiques. Il a une faiblesse, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'en gros, il ne prend pas les souvenirs de la personne qui l'imite. Ce qui veut dire que potentiellement, c'est pas parce qu'il va se déguiser en, je sais pas moi, en Graph Power et Stonebringer qu'il va forcément réussir à savoir tout ce que c'est le graphe et donc les joueurs peuvent déduire son identité véritable ou ils peuvent le manipuler si par exemple il a besoin, je sais pas, le graphe est censé avoir, je sais pas, un mot de passe ou un laissez-passer qu'il l'a pas ou il avait un rendez-vous une demi-heure plus tôt qu'il a oublié, bah là il sera un peu coincé.
Chemical 7 vous propose, dans le cinquième tome, il y a quelques pages dans le compagnon qui sont proposées sur le changelin. Trois possibilités. La première, c'est que dire que Gideon est un aspect du changelin, ce qui est pertinent. Ce qui veut dire qu'en gros, d'après eux, le changelin a été très très affaibli, soit par Tsench, soit parce qu'il a joué une farce aux autres dieux du chaos, et donc les autres dieux du chaos l'ont puni. Il va réciter Shiragretu pour récupérer ses propres pouvoirs, et ça peut évidemment générer, si Shiragretu est invoqué, un final beaucoup plus dur, parce que vous ne vous retrouvez pas avec un, mais deux démons majeurs du chaos sur les doigts. Ensuite, on vous propose aussi éventuellement d'en faire un inverse de Gideon, en disant bah oui, mais Tsench, ses plans sont complètement impénétrables, donc c'est normal, peut-être que les deux démons ont compris qu'ils bossaient pas ensemble, mais l'un contre l'autre. Il va se déguiser plusieurs fois en plusieurs PNJ pour essayer de vous pourrir la vie tout au long de la campagne. Là, on parle essentiellement du chapitre 5. Ça me rappelle, alors vous étiez peut-être pas forcément né, mais il y avait un jeu vidéo qui s'appelait King, qui est une grande série de jeux vidéo de jeux d'aventure par Sierra, qui était des point and click, qui s'appelait les King Quest, et qui était très très connu le jeu Sierra parce qu'on mourait tout le temps en fait. C'est-à-dire que si vous alliez au mauvais endroit ou autre, bah, vous preniez une balle, ou vous tombiez dans un trou, ou c'était n'importe quoi. Et dans King Quest 6, qui est à mon avis le meilleur, qui était une sorte de ressuscité des mille et une nuits, le méchant vizir, il avait un sidekick qui avait un œil qui brillait, en fait. Il avait un œil en verre qui brillait. Et ce gars-là prenait tout. Et le vizir disait bah, il faut absolument que vous tuiez le prince, donc le héros. Et donc vous aviez, je vous jure, il y avait 15 PNJ dans l'histoire que vous pouviez croiser, qui avaient des apparences différentes et qui arrivaent à vous tuer. Par exemple, il y en a un qui vous dit ah, vous inquiétez pas, venez de mon jardin. Et au niveau du jardin, il y a une sorte de statue avec un cupidon qui a une flèche. Et évidemment, si vous passez, vous quiquez la tête. Et le seul truc que ce personnage, enfin la seule manière que vous ayez d'identifier ce personnage, puisqu'il se déguisait, c'était qu'il avait l'œil de verre qui brillait. Donc en fait, il y avait un pixel qui brillait à chaque fois. C'était de très grands souvenirs. Et je pense qu'il faut l'aborder comme ça, c'est-à-dire il se déguise en plusieurs PNJ pour vous pourrir la vie, mais à chaque fois, il faut que vous ayez quand même un moyen mémotechnique pour que les joueurs l'identifient. Peut-être que justement, bah, il oublie un détail, ou il parle bizarrement, ou j'en sais rien, ou il fait une galipette, il fait une espèce de danse. Mais il faut que vos joueurs se disent, tiens, dans la récurrence, c'est quand même bizarre. Et le troisième élément proposé, c'est de faire du changelin un allié de Gideon. Voilà, je vois pas trop, j'ai l'impression que c'est un peu torché par-dessus la jambe. On vous dit que le changelin va se déguiser 4 fois en un mec que vous rencontrez dans une auberge, un mec que vous rencontrez en ville, et patati. À chaque fois, le personnage va vous raconter une histoire à dormir debout sur sa vie, va vous donner un artefact qui va vous donner des bonus supplémentaires, par exemple un casting beaucoup plus simple pour les magiciens, mais qui va augmenter potentiellement la puissance de Sharagratu lors de l'invocation. C'est-à-dire qu'en grosso modo, à la fin du scénar, quand Sharagratu, donc le gros démon, le bad guy de l'histoire, va potentiellement être ressuscité, il y a une échelle de pouvoir. Alors que selon les. Si vous avez fait trop de mauvais trucs, si vous avez fait des bonnes choses dans la campagne, donc vous avez arrêté les complots, vous avez empêché le portail de Sukra Bogenafen, et que sais-je, j'en passe, alors Sharagratu aura beaucoup moins de points de victoire que vous. Et moins il a de points de victoire, plus il est faible. Plus il a de points de victoire, par exemple, je sais pas si il y a vraiment un portail à Bogenafen, plus il sera puissant. Et donc l'idée, c'est que les artefacts qui vous sont donnés par le changelin augmentent de manière artificielle sa puissance. Je trouve ça assez naze, hein, surtout que c'est même extrêmement naze, parce que justement le final, donc l'échelle de puissance, les points de victoire concrètement de Sharagratu sont censés refléter les actions des joueurs. Donc si vous leur donnez des objets un peu en mode random, en disant bah, tiens ces objets ils vont faire ah désolé ça change complètement l'échelle de puissance de Sharagratu, alors que tu te dis mais attends je me suis cassé le cul toute la campagne à essayer d'éviter la création de portail. J'ai tué Kaskarzen, j'ai détruit la main rouge, j'ai détruit la main pourpre, j'ai empêché les Skaven de détruire Morslib, et tu me dis que c'est parce qu'il y a un mec qui était déguisé que je pouvais pas repérer que ça va augmenter magiquement, ça va contrebalancer toutes les bonnes actions que j'ai faites. Ouais, c'est quand même pas terrible. Donc, résultat des courses, je ne suis toujours pas satisfait. J'ai une petite idée pour être enfin, pour me sentir mieux, c'est peut-être tout connement de combiner les trois. En gros, il y a pas mal de bonnes idées qui sont dispersées dans les compagnons sur le changement. Je voudrais les garder. Je voudrais aussi utiliser le changement de manière graduelle et de plus en plus puissante. En effet, j'estime qu'au début de la campagne, les joueurs ne sont pas très balèzes. Plus ils vont augmenter, plus ça va augmenter, plus la campagne va durer, plus ils vont être costauds. À la fin, vous êtes quand même sacrément costaud. Et il faudrait que le changelin marche dans le même sens. Je vais garder Sharigratu évidemment, parce que c'est le personnage le plus important du jeu. Et il faut aussi garder le côté très mercurial ou chaotique du changelin sans en faire trop. Le but, c'est que ça ne devienne pas un Joker des Lidl, quoi. Il faut quand même que ça soit qu'il puisse avoir une sorte de logique dans sa folie, qu'il soit pas tout le temps là en train de sauver les joueurs. Il faut qu'il ait une sorte de plan. Mais il est quand même censé, d'un autre côté,
Son but, c'est que les joueurs restent en vie pour s'amuser avec eux. Donc c'est un jeu d'équilibre qui est assez délicat avant de le balancer. Donc ensuite, moi, ce que je vous propose, c'est un peu essayer de remettre sur le papier la conspiration globale de la campagne à travers les yeux du changelin. Il y a une ou deux libertés que j'ai prises avec l'histoire, il y a peut-être une ou deux libertés que j'ai prises avec le lore, et il y a des gens qui vont peut-être péter des plombs, mais c'est pas grave, vous en faites ce que vous voulez, c'est juste pour vous montrer comment vous pourriez faire pour intégrer le changelin et le faire glisser dans la campagne. Donc j'ai fait les grandes lignes que j'ai estimées, c'est les suivantes. En effet, le changelin était fortement affaibli après l'une de ses farces contre l'une des puissances de la ruine. Donc il est beaucoup plus faible que son profil qu'on peut avoir dans le volume 3 et le volume 5. Il est obligé de ruser, par contre il a toujours sa capacité de se déguiser en n'importe qui. Environ une cinquantaine d'années avant le début de la campagne, Shiragretu, rappelez-vous, il est toujours dans sa prison, donc dans la caverne du chaos, planqué derrière Galmaraz. Et il a un gros souci, c'est qu'il a réussi à influencer, il a fait un petit trou dans l'Aether, et il peut communiquer et influer des gens qui sont présents à Aldorf, et ainsi il a créé un culte, le culte d'Amapour, qui existe depuis maintenant 200 ans, un peu plus. Sauf que le problème, c'est que effectivement le culte le vénère, enfin est influé par lui d'une certaine manière, mais le culte reste purement humain. Et eux, ce qui les intéresse, c'est d'utiliser la magie, la corruption, la laisser se déverser, mais pour régner dans une sorte de royaume, d'empire corrompu. Ça les intéresse en aucunement. Si jamais on leur disait, au fait, tout ça c'est pour maintenant, ce serait bien que vous ressuscitiez un démon, un seigneur du changement pour qu'il casse tout. Bah là, carrément, les mecs, ils diraient niet, 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 c'est mort, ça n'arrivera jamais. Donc Charles il est un peu coincé parce que la main pourpre, c'est pas exactement qu'il existe, sans son influence, et ils sont assez malins pour se dire, wow, il n'y a aucune chance qu'on ressuscite l'espèce de patron démoniaque qui est derrière nous. Donc encore une fois, ils ne sont pas forcément censés savoir que Charles existe, mais ils doivent bien se douter que les mentors démoniaques qui les aident veulent quelque chose en échange, et ils vont tout faire pour empêcher ça. Et donc ils mettent des sortes de garde-fous pour ça, que ce soit c'est surtout vrai pour Zuntermann, Weissmeyer, et le chef de l'ordre de la Vapeur de Nul. Évidemment, Charagatou, il a une botte secrète. C'est que si vous avez lu le cinquième tome, il vit dans une caverne. Dans la caverne, il y a les vents du chaos qui tournent partout, et parmi eux, il y a plein de démons, et notamment des démons qui servent il y en a au moins un, qui sert depuis la nuit des temps, en fait, depuis que Sigmar lui a pété les fesses, et même avant, le Shiragretu. Et ce démon, c'est un oracle. Cet oracle peut vous filer un coup de main à la fin de la campagne. En effet, cet oracle, à la fin, est aveugle parce qu'il a prédit à Shiragretu qu'il allait se faire détruire par le marteau de Sigmar, ce qui était vrai. Mais Shiragretu n'a pas aimé la balade, donc il lui a arraché les yeux. On peut dire qu'avant, par exemple, que Shiragretu, grâce à cet oracle, a récupéré de nombreux secrets. Et l'un de ces secrets, c'est un secret qui, attention, je vais contre le lore, est le fait qu'il connaît le vrai nom du changelin. Je rappelle que techniquement dans le lore, le changelin lui-même ne connaît pas son vrai nom, ne connaît pas sa véritable apparence originelle, et il n'y a que Tsench qui le sait. Donc il va utiliser, puisque les démons tirent leur pouvoir de leur nom original et que le changelin ne connaît pas, il va convoquer le changelin chez lui à l'aide de son vrai nom et le faire chanter. Ou il va juste lui dire, bah, moi je connais ton vrai nom, si tu veux le récupérer, ou si tu fais pas ce que je te dis, je te détruirai. Donc tu vas m'aider à sortir de ma prison. Et le changelin étant assez weakos, ne sachant pas si Charagretu bluffe ou pas, il va dire ok, il n'y a pas de souci, je vais t'aider à sortir de la prison. Mais en fait, le changelin restant quand même un démon majeur de Tsenj, dit il n'est pas con, il va modifier le rituel pour que effectivement ça ramène Charagretu, mais que lui récupère la pleine puissance de son être, pour justement pouvoir se barrer Fissa avant que Charagretu utilise son vrai nom contre lui, ou sa véritable identité, c'est vous qui voyez. Et donc pour tout ça, évidemment, il y aura plusieurs étapes, et il va avoir besoin d'un homme de paille, le changelin. Et cet homme de paille, ça va être Caster Libéraux. Et ça, l'idée que Caster Libéraux n'existe pas, déjà n'existait, c'est suggéré dans le troisième compagnon. Donc, là, je brode un peu, donc c'est à la fois des éléments que moi j'invente, et aussi beaucoup d'éléments qui sont pris de toute la conspiration de fil conducteur de la campagne. Pour libérer Charagretu, le changelin a besoin de trois choses. La première chose dont il a besoin, c'est de détruire ou simplement d'exposer la main pourpre. Parce que la main pourpre est la seule, que ce soit Weissmeyer ou Zuntermann, c'est la seule force qui est assez consciente et intelligente par rapport à Shiragretu pour l'empêcher en fait, pour empêcher le rituel que veut faire Shiragretu. La deuxième chose dont il a besoin, c'est évidemment de trouver un hôte dans lequel Shiragretu va s'incarner
pour faire un rituel. Donc le rituel, il aura une date spécifique, mais ça, on s'en fiche. Il a trouvé son hôte, ça sera le prince couronné Wolfgang, parce que déjà sa mère, qui était à moitié folle, était un peu, elle est dans le grand hospice de Shalia, avait des visions, donc le fils serait parfait. La troisième chose dont il a besoin, évidemment, c'est du marteau. S'il n'y a pas de marteau, il n'y a pas de char et tout. Point. Ça, c'est le truc de base de tout ça Camille. Donc, pour détruire efficacement la main pourpre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'infiltrer. Si vous vous rappelez, ça c'est un élément que j'ai piqué au scénar, Etelka Herzen, quand elle donne le parchemin du rituel à Johannes Teugen, donc le méchant du premier scénario, le fameux parchemin qui permettrait d'ouvrir un portail du chaos, elle fait mention d'un haut maître. Et elle dit ah, que le temps est loin, à l'époque où nous étions tous les deux des larbins du haut maître et patati patachmol. Moi je dis, le haut maître, par simplicité, au début de la campagne, donc il y a 50 ans, il existait. Enfin un peu moins peut-être, on va dire, peut-être il y a 30 ans ou 20 ans, j'en sais rien. C'est un vieux monsieur, c'est un vieux sorcier du chaos qui vit à Nul et qui fait partie de la main pourpre. De l'ordre et notamment c'est le chef de l'ordre Impémandité, donc celui qui a de l'argent. Et c'était aussi le maître de Etelka Herzen et de Johannes Teugen. Étant donné que c'est un grand sorcier du chaos, le changelin arrive très facilement à l'identifier et il le tue. Parce que ça reste un vieillard. Il s'informe sur tous ces éléments, il récupère sa richesse et il crée une sorte de personnage fantasmé, bidon, qui s'appelle Castor Liberung. Et le dernier acte du haut maître serait de nommer ce Liberung comme chef de l'ordre Impémanditae de la main pourpre de Nul. Ensuite, il va garder évidemment la liste des élèves du haut maître. Il va pousser Etelka à unifier les hommes bêtes. On va dire, il serait bien que voilà, tu unifies les hommes bêtes pour que c'est plus intelligent, qu'il y ait plus de raids. L'idée, c'est essentiellement, alors je brode un peu, hein, mais donc l'idée serait évidemment de générer plus de chaos parce que mon idée à moi, c'est que le changelin et de ce qu'on vous dit, plus il provoque de chaos dans le vrai sens du terme, plus il provoque de mischief, plus ses blagues et ses farces provoquent de la confusion, perturbent les gens, etc., plus il gagne en puissance. Donc pour moi, c'est l'idée, c'est de dire, ok, il utilise Etelka comme effet de bord pour essayer de faire monter la couronne rouge, comme ça, inconsciemment, en fait, l'énergie, tout le pouvoir qu'accumule Etelka, toute la supercherie, la tromperie qui est faite, en fait, parce qu'il berne Etelka littéralement, en fait, en lui faisant croire que c'est sa propre initiative, le renforce. Et ça aide aussi les forces d'Aldorf potentiellement à être plus sur le qui-vive contre les cultes du chaos, et donc ça affaiblirait lentement mais sûrement la main pourpre. Il forge un pacte avec Teugen sous la forme du démon mineur Gideon, donc ça vous connaissez. Et évidemment, la vraie raison pour laquelle il va forger un pacte avec Teugen, qui va essayer de manipuler de Septenarius, c'est parce que les Bogenhafen est une ville très riche, et les princes marchands de Bogenhafen possèdent des compagnies de minage, et ça c'est un vrai truc du cinquième scénario, c'est qu'en fait il va utiliser cette fortune-là pour les forcer à aller excaver la gorge perdue au fin fond du col du Feu Noir où réside Galmaraz. Le portail du chaos, essentiellement, ce serait comme avec Etelka-Skerzen, ça lui permettrait d'accumuler plus de puissance. Il n'y a rien de. Voilà, c'est juste une sorte de. Comment dire, d'accélérateur pour lui, pour être plus balèze. Les 9 yeux, parlons-en. Toujours sous la forme de Castor Liberung, le changelin écrit, encore une fois, c'est une farce, une blague débile sur potentiellement un humain qui serait plus fort que tous les autres, qui serait le super sorcier de Senj, et qui s'appellerait le champion dans l'ombre. Il commence à envoyer ça pour en fait essayer de trouver des gens qui l'aideraient à formater le prince. En effet, il commence à envoyer des lettres partout, à toutes les mains pourpres de toutes les villes, en disant ah mon Dieu, il faut que toutes les mains travaillent ensemble, il faut que le champion dans l'ombre arrive, ainsi on changera tout, les forces du chaos prendront le pouvoir, Tsench sera heureux et patati et patachma. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a certains qui disent ok, moi ça m'intéresse. Alors j'ai deuxième modification du lore, si je peux dire, c'est que normalement les 9 yeux, c'est des cultistes qui font partie de micro-cultes indépendants qui n'ont rien à voir avec la main pourpre. Moi je me dis, bon bah autant qu'ils fassent partie de la main pourpre, et c'est des gens, donc c'est des grands érudits en fait, qui disent ok, moi j'accepte la prophétie du champion de l'ombre me semble logique et rationnelle, je suis un vrai croyant, je vais répondre à l'appel de Castor Libéron. Castor Libéron va utiliser tout l'argent qu'il a pu accumuler, donc le changement, pour amener et glisser ses adeptes du champion dans l'ombre au château Reichsgard et qu'ils deviennent les 9 yeux, donc les professeurs les professeurs du prince couronné Wolfgang qui, par la suite, le formateront pour qu'il soit prêt lors du grand rituel à devenir l'hôte de Charagreto. Évidemment, Yann Zuntermann, c'est le chef de la main pour d'Aldorf. Quand il voit qu'il y a un mec qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas,
qui révèle son identité, qui dit coucou, moi je fais partie de la main pourpre de nul, d'accord, première réponse, enfin première révélation, et il faut tous qu'on bosse ensemble, et je vais venir vous voir, je vais venir littéralement vous voir pour vous convaincre que j'ai raison. Bah là il a un peu les boules, parce qu'il se dit mais attends c'est n'importe quoi, ce libéraux il vient de nulle part, et l'histoire de champion de ronde, j'ai jamais entendu parler, ça me semble être une grosse bidonnerie. Et niveau bidonnerie, il s'y connaît, puisque je rappelle que Zunterman, c'est quand même un espion majeur qui est responsable de tous les recrutements à la Chambre Noire. Donc il se dit, wow, ça craint, ça craint, ça craint, quelqu'un est en train d'essayer de me manipuler ou me faire porter le chapeau, il y a un truc qui va pas. Et clairement, si ça va, si ça avance, ça avance. Moi, il y a un moment où je me ferai repérer. Donc il accélère et donc il déclenche toute l'histoire de l'Empire en ruine, enfin de la campagne impériale. Tous les événements que vous connaissez, donc l'empoisonnement de l'empereur, les édits, la manipulation de Graf Holzkrug, l'annexation du Barak, l'augmentation des tensions entre Ulrica et Sigmarit, il le fait, c'est lui. C'est juste que, contrairement à la campagne standard, il n'y a pas de Gideon, quoi, c'est tout. C'est la seule chose qui change. Donc l'empoisonnement de l'empereur, c'est un empoisonnement qui fait par des humains, c'est pas grâce à Gideon qui utilise la fibre porc. Évidemment, le Jean-Jean, il est super content, parce que certes, Zunterman est extrêmement puissant, il a encore beaucoup de cartes dans sa main, mais d'un autre côté, Weissmeyer, qui lui est le chef de la main pourpre de Middenheim, se dit bah dis donc, c'est quoi ce bordel? Il est en train d'accélérer tous ses plans. Enfin, il voit qu'en fait la main pourpre de Nul, la main pourpre pardon d'Aldorf est en train de le manipuler, enfin, de la lui faire à l'envers en fait. Ils avaient des petites histoires jusqu'ici et maintenant ils commencent à faire une sorte de gros coup de poker. Il sent l'influence d'un culte et il dit ah mais dis donc, ça m'arrange pas parce que moi j'avais mes propres plans pour Middenheim et ils sont mis en péril, notamment par exemple la hausse des tensions entre les Ulricains et Sigmarites. Pendant ce temps-là, il y a une espionne particulièrement finaude qui s'appelle Emmanuel Nacht, qui est sur le point de découvrir que Zunterman et la main pourpre existent. À ce moment-là, Zunterman l'envoie à Uberstrike, mais clairement, Nacht ne va pas lâcher le morceau. Nacht, pardon. Et enfin, donc les Sigmarites, notamment Volkmar, donc le premier des prêtres, enfin prêtre guerrier de Sigmar, sentant que bah, ça sent pas bon du tout, qu'il se passe un truc et qu'il y a forcément du chaos derrière. Je rappelle, les Sigmarites ont toujours du chaos partout. Finance et continue de protéger un érudit spécialiste du chaos qui est un peu farfelu, qui s'appelle Quintus Fassbinder. Et ça va aider le changement. On arrive enfin aux raisons comment est-ce que les PNJ sont dans cette histoire. Alors on accepte ou pas, hein, bien évidemment, ça c'est encore une fois c'est moi qui brode, mais le changement réalise que Zunterman va pas lâcher le morceau, qu'il va essayer de le trouver, de le détruire, ou au moins de le stopper. Donc il a besoin de faire un coup de pouce pour le destin, quelque chose qui se passe. Donc il se dit, moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, donc comme je disais, il va dire, Libéron va envoyer des grandes missives en disant je arrive bientôt, je viens vous voir à Nul, je viens vous voir à Aldor, je viens vous voir à Middenheim, ne vous inquiétez pas, on va faire le champion de patati patachpol. Il fait exprès de se faire repérer pour que justement des agents de Nacht le découvrent, et c'est ce qui se passe. Il y a un certain Aldofus Custos, qui est un mercenaire, un chasseur de primes qui est sur le point de le trouver. Le chasseur de primes crée un héritage bidon. L'héritage bidon est bien évidemment reconnu par le changement qui se dit chic. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser pincer par l'agent de Nart, donc par Custos, et je vais prendre sa place. Comme ça, après, je pourrais étonnamment démanteler très rapidement la main pour me laisser le champ libre, pour laisser le champ libre aux 9 yeux, pour le rituel de charge et tout. Comme ça, tout le monde sera content, la main pourpre sera déjouée et tout ira bien. Ça, c'est mon idée, hein. Encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est que quand même, il est obligé de faire très attention parce qu'il n'est pas, pas très puissant. Il ne peut pas juste arriver et tuer tout le monde. En fait, ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça, c'est mon idée. Et surtout, il ne connaît pas l'identité des autres membres de la main pourpre. Mais il se dit qu'en jouant le rôle du chasseur de primes, en bossant avec Emmanuel Nart, il ira beaucoup plus vite. Il tombe sur les PJ au début de la. Donc il est déguisé sous l'apparence de Castle Libéron, il arrive dans l'auberge du début du jeu. Il a une tête différente à ce moment-là, je sais pas, il a une tête un peu au hasard. Et il voit les PJ. Et il voit que c'est des mecs intéressants, notamment il y a toute l'histoire avec des cartes, le voleur, la noble qui se fait agresser. Il se dit, bah, c'est des mecs marrants, si j'avais plus de temps, je m'amuserais bien avec eux. Parce qu'il reste assez espiègle dans son. N'oubliez pas, hein, il est très espiègle dans sa personnalité. Hélas, et ça, moi j'ai tendance à dire que c'est vraiment un coup du sort parce que c'est beaucoup plus rigolo. Il est en embuscade du mutant. Le coche se crache et il est sur le point, il est mal en point, hein, physique dans son apparence. Et il se dit foutu pour foutu, tout le monde est mort. Je vais me retransformer en changelin, donc son apparence avec un manteau, et je vais tuer tous les mutants. Mais là, il entend le coche des PJ arriver, il voit les PJ qui débarquent, qui commencent à essayer de sauver tout le monde. Et là, il se dit mais attends, il y a peut-être beaucoup plus simple que ça. Donc il prend l'apparence de l'un des PJ,
tout en faisant le mort. Et là, la suite, vous la connaissez. Ils tombent sur le cadavre de Cassandre Libéraux, ils se disent, oh, il y a un héritage à faire, et ils y vont. Tout du moins normalement. Donc, ensuite, j'ai fait juste un découpage de ce que je pense qui devrait passer dans les scénarios. Dans les Mythes dans l'ombre, donc dans le premier, les personnages ont le double, et ça explique le double en fait de Cassandre Libéraux. Le scénario est plus ou moins le même. Donc le changelin va baquer les PJ comme ses nouveaux poulains pour récupérer le marteau, parce qu'il voit qu'ils ont du potentiel, il voit qu'il peut les guider de manière assez subtile. Peut-être que Narc ne serait plus fin que ça et verrait l'embrouille, donc il dit ok, bah, je vais les manipuler maintenant, ce qui marche assez bien. Donc il prend l'apparence de Gideon, il tue Kufto, c'est patati, il sauve les PJ si besoin, et il continue à faire le rituel de Tuggun. Là, j'ai pas trop d'explications à part dire bon bah il veut quand même récupérer son pouvoir et punir Tuggun parce que c'est un abruti. Deux possibilités, ça vient du compagnon, soit le rituel échoue, si le rituel échoue, bah, il s'en fout, mais il révèle sa véritable forme, il fait une courbette au joueur et à l'œil de Stench, il se déguise et il se barre. Donc évidemment, là les joueurs tout de suite font tiquer. Si le rituel réussit, il interpelle les joueurs, il révèle sa forme, il dit il faut vraiment que vous partiez, parce que si vous partez pas, on ne peut pas s'amuser. Laissant à penser aux joueurs qu'ils n'ont pas fini de le rencontrer. Dans tous les cas, il faut vraiment qu'à la fin des Mythes dans l'ombre, les joueurs se disent ok, c'était pas un démon standard. Et en plus, c'est un métamorphe. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permettra de créer la continuité et la récurrence dans l'apparence du changelin dans la campagne. Mort sur l'oreille, c'est beaucoup plus compliqué, je ne vais pas vous mentir. Je vous ai dit, le changelin, il a trois objectifs. Trouver le marteau, détruire la main pourpre et former enfin, et formater le prince. Et le problème, c'est qu'il y a deux objectifs là qui n'existent pas. Éventuellement, contre Charisme Winterman, vous pouvez le faire glisser. Mais Mort sur l'oreille, c'est vraiment compliqué à faire jouer parce que techniquement, ça, enfin, si j'étais méchant, je dirais que ça n'a pas vraiment de rapport avec la campagne, avec le fil conducteur. Mais bon, passons. Là où vous pouvez le faire jouer, c'est éventuellement avec l'histoire d'Elvira Kleinstone, donc l'herboriste, hein, puisque Elvira, je rappelle, est en train d'être kidnappée pour être amenée à Aldorf pour arriver jusqu'à Jens Winterman. Donc on peut dire que là, très facilement, le changelin prend l'apparence de la petite fille, Lisa, et qui dit ah, mon Dieu, il y a ma tante qui a été kidnappée par des méchants, ils sont là fort, pom pom pom, ils y vont, tac tac tac, ils sauvent Elvira, ils reviennent, et puis il y a Elvira qui fait mais j'ai jamais une nièce. Par exemple, moi c'est ce que je ferais si je devais refaire ça. Il peut potentiellement essayer de sauver la vie d'Etelka Erzen, puisque toutes les exactions que fait Etelka Erzen lui donnent du pouvoir. Il peut les ralentir, il peut bloquer les écluses pendant la course-poursuite par exemple. Et il veut aussi que Weissmeyer soit un peu comme Zunterman, soit le plus sous tension possible pour qu'il soit le plus désespéré possible. Je rappelle, hein, son objectif c'est de dégommer la main rouge, la main pourpre, ou au moins de l'exploser. Alors peut-être qu'en fait il n'y a jamais eu de Mathias Blücher et que le fameux contre Holden Haller, c'est le changelin qui a pris l'apparence du bourgmestre, enfin du marchand. Il se peut aussi que les nains simplement, enfin, bon ça c'est pas mon meilleur aspect, mais en gros que les nains qui soient dans le fanal soient tous morts et qu'en fait il y a un nain qui interpelle les joueurs pour dire il faudrait vraiment que vous trouviez l'observatoire parce que bon, il sait que les Skaven vont intervenir. C'est pas forcément le truc le plus simple. Mais en tout cas, intégrer le changement dans Morsure Rag, ça donne beaucoup de difficultés puisqu'il n'y a que Kleinstone, l'histoire d'Elvira qui est vraiment liée à Zuntermann. Le reste, il n'y a pas vraiment de lien. Plus simple, pouvoir aller au trône. Donc, on part du principe que Van Esmayer est furieux, il n'aime pas du tout Zuntermann, il se déteste. Il ne connaît pas l'identité exacte de Zuntermann. Il a des idées sur qui ça peut être. Il l'a vu une ou deux fois, mais il ne connaît pas son identité. Bref, son plan, qui était censé être prêt, se déroule pas aussi bien prévu. Il est persuadé que c'est la faute de Zuntermann. Et il a un gros problème, c'est que pour son plan, il a besoin, donc il a fait assassiner un maître de loi, mais il a besoin d'un doppelganger. Et le doppelganger, je rappelle, c'est une créature pure de chaos qu'on peut invoquer ou trouver là où il y a plein d'énergie chaotique, et il n'arrive pas à avoir cette énergie-là. Et il se dit, c'est la faute de Zuntermann, enfin, ça devient une obsession. Donc, pas con, le change arrive, pom pom pom, et dit, bah attends, il n'y a pas de souci, mon pote. Moi, j'ai joué ton changelin, je sais parfaitement me déguiser. Mais par contre, il faut que tu me rendes un petit service. Et donc là, vous pouvez remettre une couche au joueur en disant bah peut-être qu'il veut que le maître de loi lui donne plein d'argent pour financer des expéditions au col du feu noir, ou peut-être qu'il veut aider. Il y a des livres qui sont au Collegium Theologica, qui sont des livres interdits qu'il voudrait transmettre aux neuf yeux. En tout cas, Weissmeyer dit ok, il n'y a pas de souci, je te rends ce service. Tu te déguises tu fais le doppelganger, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il est nommé dans le bouquin, ça je tire ça un petit peu du compagnon aussi du pouvoir, que le changelin étant très intelligent, abandonnera Weissmeyer dès qu'il sent que ça pue. Moi, encore une fois, je serai vous, je ferai le scénario normalement, et arrive à la fin, au moment où le gras va se faire étrangler par le clone, le doppelganger, il y a une poursuite, le joueur tombe sur le doppelganger, et en fait le doppelganger se révèle comme étant à nouveau le changelin qu'il va reconnaître, il lui fait une courbette, il se barre.
La bonne idée aussi serait de commencer à laisser des indices physiques sur les fameux coups de pouce que Weissmeyer a rendus au changelin pour que les joueurs commencent à avoir une petite idée de ce qui va se tramer dans le grand ordre des choses. Parce que ça, c'est, encore une fois, c'est une des grosses faiblesses de la campagne, c'est que tout le plot était, enfin, l'arc narratif majeur de Charles Grétou est introduit à la fin enfin, au début du dernier bouquin, et essayer d'étaler, ce serait quand même un petit peu mieux. Donc je pense que commencer à laisser des traces d'indices de ce que voulait faire le changelin et pourquoi il est récurrent, et pourquoi il est toujours là où sont les joueurs, ça peut être une bonne idée. Le raccord nu, alors, deux choses, grosso modo, le changelin serait peut-être ici pour filer un coup de main éventuellement aux joueurs, pas qu'ils se fassent tuer par les scavenes, parce que très vite, qu'ils le veuillent ou non, en fait, les joueurs sont embarqués avec les scavenes. Et il veut que justement les PJ réussissent à vaincre les scavenes et qu'en plus, bah, ils soient acclamés comme des héros. Parce que le but, c'est toujours que les PJ soient reconnus comme étant des gens exceptionnels pour qu'on leur donne une tâche exceptionnelle et complètement folle, retrouver le marteau Galmaraz. Et je veux dire, une fois que vous avez détruit un canon Skaven qui est pointé sur la Lune, bon, je pense que trouver un marteau légendaire qui est perdu depuis 2000 ans, ça va pas être trop compliqué. Bon, ça, c'est vraiment secondaire. Mais en gros, l'idée principale, c'est que vous allez, dans ce début du scénar, vous allez tomber sur deux anciens chefs de la main pourpre, Kelsbad et Yarmund, et eux, potentiellement, ont des indices sur le changement et ses agissements. Ils peuvent très bien dire, ah, on savait que Weissmeyer, il était en contact avec un démon majeur, que le démon majeur lui a demandé de rendre des services. Et là, ça peut être intéressant parce que le changement, plutôt que filer un coup de main au PJ, va essayer de les tuer. Et là, les PJ peuvent se dire, mais attends, ces mecs-là, ils étaient sur le point de nous dire quelque chose, ou ils nous ont dit quelque chose, ils se sont fait tuer. Et ça, c'est bizarre. Donc voilà, par exemple. Et évidemment, ça c'est classique dans le scénario, ils peuvent aussi pointer du doigt le fait que Castor Liberung est un mec qui est sorti de nulle part, avec son foutu champion des ombres, qu'il a voulu unir les mains, ce qui ne faisait aucun sens, et qu'il n'y avait aucune trace de l'existence de ce mec-là avant, je sais pas, avant 20 ans. C'est curieux, personne ne sait qui il est, et ce mec n'existe pas, c'est un fantôme. Voilà, voilà. Enfin, l'Empire en ruine, on arrive à la fin, fin du fin. Donc c'est pas très différent, encore une fois, là on est vraiment dans le dur. Le changelin va aider Weissmeyer à faire son attentat contre les Todbringer, puisque son but c'est de provoquer encore plus de bazar autour de lui, et surtout que les joueurs interceptent Weissmeyer pour qu'ils leur disent ah mon dieu, j'ai des indices sur Zunterman. Le poison, alors ça par contre c'est le seul changement vraiment que vous devez faire, c'est que le poison, comme je disais, c'est plus un poison extrêmement puissant qui est sécrété par Gideon. Je rappelle que Gideon peut faire de la fièvre pourpre, mais c'est juste un poison humain. Après, le faux médecin, tel qu'il est conçu dans le bouquin, c'est un assassin extrêmement balèze, qui a des stades de porc, donc bon, il peut se débrouiller, hein. Il n'a pas besoin de Gideon, je pense. De temps en temps, évidemment, le but du changement, c'est que les joueurs arrivent jusqu'au marteau de Galmarad, donc il va filer des indices à droite et à gauche. Si jamais ou quand Zunterman va être révélé par vos joueurs, il est possible qu'ils balancent le morceau et qu'ils disent non mais attendez, vous m'accusez d'un truc, mais en fait vous êtes en train de me faire rouler dans la farine, il y a un mec beaucoup plus, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui essaye depuis maintenant 30 ans de me manipuler, enfin si vous me tuez, vous me mettez en prison, vous êtes déchaîné des forces incommensurables, vous ne comprenez pas ce que vous faites, il y a moyen, à mon avis, au moins, qu'ils voient leur glisse des indices sur la nature du changement. Et je pense, en toute ironie aussi, que quand vous allez rencontrer Kintus Fassbinder, comme un grand expert sur le chaos, et vous lui dites, c'est bizarre, il y a une sorte de démon encapuchonné, sur lequel on n'arrête pas de tomber, il est toujours là, il fait des trucs un peu bizarres, bah, il est sûr que Fassbinder, ou même ça peut être des prêtres, enfin des magiciens blancs, ou ça peut être des inquisiteurs, j'en sais rien, peuvent vous filer des indices sur bah, le changement, quoi. Parce qu'après tout, c'est un expert du chaos. À partir de là, il va peut-être falloir réfléchir à comment lier un peu tout ça. Il faut que dans les anciens documents, il soit fait mention du fait que, par exemple, Chirag Gretou a trouvé le nom impie d'un change-forme qui était l'un des démons favoris de Tsench ou blablabla, je sais pas. En fait, il faut laisser déjà glisser l'idée que, bah, effectivement, Chirag Gretou, tel qu'il est décrit, même dans les fresques des gobelins dans la gorge perdue, avait une liaison avec un autre démon qui était change-forme. Et là, forcément, ça va faire tic dans la tête des joueurs. Et alors là, c'est mon truc à moi, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais éventuellement, on peut dire que, et pour éviter de se faire encore, enfin, une sorte de botte secrète supplémentaire, peut-être que Charagretou a demandé à un de ses démons, façon Gideon, de graver dans chacune des grottes, je rappelle, il y en a 9, de la caverne du chaos, de mettre un morceau du nom ou de l'apparence, j'en sais rien, du change là. Et donc, si les joueurs ont récolté les indices que vous aurez glissés avant, bah, potentiellement, ils pourraient trouver, se dire, ah, mais attends, dans chaque caverne, il y a un morceau de nom qui est très ancien, qui est très chaotique. Peut-être que si je les accumule ensemble, ça va me donner un indice supplémentaire. Voilà, après, vous pouvez glisser comme vous voulez, mais l'idée, c'est qu'il faut quand même que vos joueurs, à la fin de la campagne, aient potentiellement un avantage,
Parce que s'ils se retrouvent face à deux démons majeurs ensemble, ça risque de craindre du boudin. Et enfin, le final, très facile. Charagritou arrive, pom pom pom, il est ressuscité. Mais donc c'est très très difficile pour moi de vous donner des éléments parce que ça peut aller de tellement de façons différentes. Tout ce que je peux vous glisser comme suggestion, c'est les suivantes. C'est que on peut dire que le changelin donc, a siphonné l'énergie de Charagritou parce que c'est ce qu'il a fait depuis le début en fait. Donc pour lui mettre des profils de puissance différentes selon ce que les joueurs ont réussi à faire. L'idée principale, c'est pour déterminer sa puissance, c'est dans quelle mesure les déguisements qu'il a endossés ont provoqué tromperie, désordre, et à quel point il a réussi à cacher ses traces. Donc les facteurs qui peuvent influer sa puissance finale, grosso modo, c'est est-ce que les joueurs ont déterminé que Castor Libero n'existait pas, que par exemple, en fait ils affrontaient le même ennemi depuis le début de la campagne, ou je sais pas, voilà, c'est à vous de faire en fait vraiment une liste de tous ces éléments-là pour modifier un peu la valeur du changelin qui reste un adversaire, comme je disais, assez costaud, mais pas le plus costaud que vous ayez affronté jusqu'ici. Ensuite, donc, comme Gideon, je rappelle donc le final, un côté très pourri du final, et je trouve extrêmement stupide, c'est que donc il y a un mécanisme qui fait tomber le marteau Galmara dans une autre pièce, dans une caverne, dans une cave à vin, et Gideon ne peut pas le récupérer. Et ses cultistes peuvent le récupérer, parce que le marteau est consacré. Donc si vous êtes un cultiste ou si vous êtes un démon, bah vous cramez quoi. Et ça c'est. Enfin je me dis, je suis un démon, je sais qu'il y a un marteau en face qui est l'incarnation de tout ce que je déteste. Est-ce que je vais pas embaucher juste des mercenaires, des bilos, ou même des mecs hyper costauds, mais qui sont pas corrompus pour me filer un coup de main, quoi. Et pour moi, c'est ça le truc, c'est que le changelin, il devrait avoir l'intelligence de dire, ok, je peux pas toucher le marteau, mais je vais forcément embaucher des mecs qui sont assez intelligents pour prendre le marteau. Et donc là, il y a une course-poursuite, il y a des choses, le changelin peut-être qui essaie de révéler une forme terrible et qui fait peur dans les cavernes, pendant que dans les caves à vin, tandis que vous, enfin le reste de l'équipe, ou je sais pas, les Topbringers affrontent Charles et tout à la surface. Évidemment, je pense que si vous avez mis en place pas de système en disant bah, il a un vrai nom ou on a un indice sur sa véritable identité, vous devez pouvoir l'affaiblir en disant bah, moi je sais à qui tu ressembles, à qui tu es, donc bah, le changement il pète un plomb parce qu'il aimerait bien savoir, il sait plus qui il est, donc ça pourrait aussi être une sorte d'incentive, il se rue sur le joueur, il y a une sorte de course-poursuite qui s'engage dans les cavernes de la Volchal et patati, enfin j'en sais rien. À vous, encore une fois, c'est vous le MJ, c'est vous qui avez plein d'idées, c'est pas moi. Donc, mais il y a moyen forcément de broder quelque chose. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, si vous avez Charles tout plus le changelin en même temps, c'est extrêmement costaud. Le changelin, comme je disais, c'est un démon majeur, il a de la résistance, il fait de la corruption, il connaît quasiment tous les sorts du bouquin. Donc bon, voilà, faut quand même être assez malin et parcimonieux dans la manière dont vous l'utilisez. Mais en tout cas, je pense effectivement que si vous prenez le temps, utiliser le changelin est quand même beaucoup plus intéressant que de ressortir Gideon. Et ce sera tout pour moi, donc j'espère que ça vous a donné quelques pistes. Encore une fois, c'est une synthèse plus quelques gouttelettes personnelles d'improvisation de ma part. Libre à vous de faire, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, juste dire pouf pouf c'est le changement, ça suffit pas. Il faut que vous soyez capable de le mettre de manière récurrente, de justifier sa présence en disant bah voilà, le changement il est là pour une raison X ou Y, il n'est pas là juste pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et pas oublier que le changement est beaucoup plus intelligent que la majorité des PNJ rencontrés. Et qu'évidemment, il va les manipuler, tous les mecs de la mappo, qui va sous-estimer les joueurs, bien évidemment, et que ça lui portera, il faut que ça lui portera défaut, puisqu'on périt toujours là, enfin, on périt toujours par son orgueil. Et sur ce, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Allez, salut!